Bom, gente, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar um seminário de hoje à tarde aqui no Instituto de Estudos Avançados, que corresponde à primeira atividade de um grupo de pesquisas que nós montamos junto com o IEA, que é um grupo chamado Políticas Públicas, Territorialidades e Sociedade. Esse primeiro evento desse grupo, né, nós pensamos um pouco em estabelecer a questão de políticas territoriais, e um dos exemplos mais nítidos que a gente tem do ponto de vista de coesão territorial, de busca de políticas de coesão territorial, é exatamente o modelo europeu. Então, hoje, nós abrimos esse seminário com 2 professores franceses como os nossos convidados, além de professores brasileiros mesmos, e de representantes do Instituto de Pesquisa e Relações Internacionais. Então, a nossa programação, o título do evento é Políticas de Coesão Territorial, um modelo europeu. Nesse sentido, então, nós vamos fazer em 2 partes, hoje à tarde, iniciando com uma pequena abertura, 2 palavras apenas minhas, depois o professor Hervé Terry, Disparidades e Dinâmicas do Território Europeu. Em seguida, a professora Clarice Dideron, Redes e Coesão Territorial na Europa. Em seguida, o professor Ian Richard, Políticas Europeias de Apoio ao Desenvolvimento. A gente faz uma pequena parada, faz debates, faz uma pequena parada, e a segunda parte dessa tarde é exatamente políticas territoriais na Europa e no Mercosul, com o professor Aldomar Ruckert e o debatedor. Né, a gente tem uma honra de ter aí o nosso embaixador Carlos Henrique Cardim, que será o debatedor principalmente desse tema. Um pouquinho mais tarde, o pesquisador Luiz Gilvan Meira Filho, que é daqui do IEA mesmo, do Grupo de Ciências Ambientais, que a gente vai discutir um pouquinho, ele vai nos posicionar sobre as posições europeias nas negociações de mudanças climáticas. Acho que com isso a gente... E eu fecho com a última fala sobre visões externas da Europa. Então, acho que a gente tem um programinha e espero que nos suscite bastante debate, porque trabalhar com políticas públicas, com território, com sociedade, é um dos aspectos que a gente vai abordar, que a gente vai focalizar o trabalho desse grupo de estudos aqui no IEA. Então, eu gostaria de chamar o Hervé para que a gente possa começar. Enquanto isso, né, eu vou só colocar para vocês, né, que justificativa que a gente tinha quando pensamos nesse grupo de políticas públicas, territorialidades e sociedade. É um nome que acabamos de ajustar. A ideia, né, era realmente mostrar que muitas das políticas de desenvolvimento elas provocam grandes modificações no espaço geográfico, atuando de forma simultânea, muito no econômico, muito no social. No entanto, várias dessas políticas, elas obrigatoriamente se tornam bases umas das outras, e funcionam, muitas vezes, a partir de incentivos financeiros, desempenhando um papel importante na definição e no uso do espaço geográfico, fazendo com isso um processo de dinâmicas, né, que se configuram nesse território. Então, um dos objetivos da ciência geográfica é olhar sobre o que ocorre nesse território, seja decorrente dos processos econômicos, das mobilidades populacionais, das mobilizações sociais e ações de governo, analisando as transformações e os impactos resultantes desses processos. No entanto, é a complexidade desses processos e das ações que induzem a uma necessária articulação com diversos olhares científicos. Então, apesar de que a gente dá um certo privilégio ao olhar geográfico, né, o olhar geográfico não seria nada se não discutisse, né, outras questões dessa própria dinâmica econômica e da dinâmica social. E foi com esse sentido que nós criamos, a convite da direção do IEA,
um grupo de estudos inter e multidisciplinar sobre as políticas públicas, voltadas ao debate e à compreensão de políticas estratégicas, bem como dos mecanismos de articulação dessas instâncias reguladoras e qual é o papel que ela pode desempenhar na construção do conhecimento e do próprio papel social da Universidade de São Paulo. Então, sendo esses os objetivos, eu acho que a gente tem uma primeira, um começo de vida desse grupo de estudos exatamente em buscar, em colocar ao debate, em buscar novos olhares, novas compreensões. Então, por isso a gente passou para esse primeiro tema, e eu havia colocado para vocês, em se tratando de políticas territoriais, o modelo que mais busca a questão de uma coesão territorial é exatamente o modelo europeu. Então, em cima disso, a gente vai passar um pouco a tarde aqui. E, para iniciar essa fala da tarde, o professor Hervé Terry, que é pesquisador no CNRS, mas que está aqui na Universidade de São Paulo como professor convidado no Departamento de Geografia, e faz parte também do grupo de políticas territoriais, políticas, territorialidades e sociedades. Então, eu passo a palavra para o professor Hervé Terry. Agradeço, senhora presidente, por ter me passado a palavra. A coincidência do nosso sobrenome não é mera coincidência. Bom, o que eu resolvi apresentar para abrir essa tarde não é nada mais do que uma breve apresentação, refrescando as memórias sobre disparidades e dinâmicas do território da Europa, porque a gente podia se perguntar por que precisa de políticas de correção e de coesão territorial, e porque realmente já tem algumas disparidades bem profundas. Eu escolhi de propósito disparidades para não dizer desigualdade, nem injustiça, nem nada tão carregado como no caso como essas outras palavras, para ver o que tem e o que está mudando. Então, eu tirei algumas imagens, uma dúzia de slides só, de uma aula que eu tive que dar quando cheguei aqui na USP. Os colegas do Departamento de Geografia aceitaram de bom grado o programa de pesquisa que eu tinha programado, mas pediram que eu lecionasse sobre a Europa. Eu disse, bom, vai ser difícil, porque a minha especialidade é geografia do Brasil, não conheço a Europa. Mas eu tive que fazer um pouco de trabalho, me informei, documentei, e dei com muita satisfação 4 vezes para um grupo de alunos, alguns dos quais estão presentes aqui, uma coisa que me mostrou que para alunos da melhor universidade do país, o território europeu era muito pouco conhecido. Tinha alguns flash, mas que não tinha uma visão global. E nisso eu não critico, porque os europeus também não tinham visão global do seu território até a unificação. Cada um vivia no seu canto e se tinha muita pouca perspectiva global, só com a abertura das fronteiras que começou a aparecer. E aqui é aí que apareceram as disparidades. Vamos começar com alguns bem simples. Os países europeus, aí são não só a União Europeia, mas um pouco além, são países com grande desigualdade de população. Tem países de população numerosa, simbolizada aqui pelo tamanho das bolhas, com outros muito pequenos. E esse desenho, nenhum desses mapas é meu. Normalmente eu produzo meus próprios mapas, mas sobre a Europa não tem. Está anotado uma coisa interessante. Os quadrados amarelos são os paraísos fiscais. Cada país europeu tem o seu paraíso fiscal junto, e se um dia a União Europeia quer funcionar com mais eficiência, seria bom dar um jeito nesses Monaco e Liechtenstein e Jersey e não sei mais o que tem por aí. Cada um tem o seu. Aqui são diagramas que foram produzidos pela própria União Europeia, ainda do tempo dos 15, mas agora já tem dos 27, que mostra que o conjunto da União Europeia, na época dos 15, já era de 3 milhões de quilômetros quadrados, começa a ser menos ridículo em relação ao Brasil, mas é composto de países de tamanho muito diferente. Alguns são mais ou menos 500 mil de quilômetros quadrados, que seria um estado brasileiro, 2 vezes o estado de São Paulo, como a Espanha e a França, mas outros são minúsculos. População também muito diferente, tem alguns países muito povoados, que passam dos 80 milhões de habitantes, como a Alemanha reunificada, a Grã-Bretanha, a França. Outros têm população ridícula. O Luxemburgo tem 400 mil habitantes. Acho que não é nem um bairro de São Paulo. E
Em consequência das duas coisas, as densidades populacionais são extremamente variadas. O geral é relativamente elevado na escala mundial, mas vai de situação de grande densidade, como a Bélgica ou a Alemanha, até uns que são bem pouco. Eu simbolizei isso com essas duas fotos tiradas do mesmo país. Uma está no Champs-Élysées, e cabe lembrar que o Lula está aqui escondidinho, ninguém sabia que está aqui. E no mesmo país, a algumas horas de carro de lá, você pode ter paisagens amplas e quase desérticas, como aqui no Vale do Lot. As diversidades são extremamente grandes dentro de um mesmo país. Aqui aparece o primeiro mapa da Europa, vai ter outros. Para quem não teve tempo, ocasião e tal, de perceber a União Europeia, o território europeu é extremamente diverso. E no Atlas da União Europeia, que a Clarisse e o Jan publicaram, aparecem muitas dessas diversidades internas. Você vê que o coração da Europa é a dorsal europeia, como se diz, ou a megalópole europeia, que iria, grosso modo, de Londres a Milano, e que às vezes é chamada de banana azul, por razões que explicarei depois, se quiserem, é o coração da União Europeia, enquanto o norte, o leste e aqui, França e Espanha, são muito menos povoados, com algumas cidades bem grandes também, distribuídas de uma maneira muito irregular. O território é todo menos homogêneo. Sumarizando aqui em termos estatísticos, você vê que, fazendo o cálculo de densidade por região, realmente esse coração se opõe à região de baixa densidade no norte, que parece até normal, que são países de frio, de gelo e de neve, mas também no sul, na Grécia, e nessa dorsal, nessa diagonal, que vai da Espanha até praticamente a Bélgica, tem regiões que passam por um processo que na França chama de desertificação. Não é desertificação climática, mas sim uma baixa da população que leva a problemas de gestão territorial. Cabe lembrar brevemente também que, além dessa diversidade de ocupação, de diversidade de paisagem, que nem mencionei, de outras diversidades, a União Europeia, a Europa, o continente europeu, é também um dos mais diversos culturalmente no mundo, provavelmente. Aqui tem um mapa simplificado das línguas, dos idiomas falados, que são de grupos os mais diferentes, latinos, que é o latim, que é a origem do idioma que estou falando, do francês, do italiano, do espanhol, mas também línguas germânicas, saxônicas, eslavas e tal. Também uma diversidade grande de religião, pelo menos três religiões principais se dividem no território europeu, católicos, protestantes e islâmicos, sem contar depois as variedades de diferentes, não diria sub-religião, seria irrespeituoso, mas de denominações diferentes, os judeus e tal. Então é grande. Isso na escala global. Se você entra no detalhe, por exemplo, nesse mapa que mostra os Balcãs, dentro do limite do antigo Império Austro-Húngaro, você vê a enorme diversidade de idiomas, de religiões, de etnias que tem, e que faz um dos territórios mais complicados, provavelmente, no mundo. Cabe lembrar também que a União Europeia, a unificação pela União Europeia hoje, é apenas a última etapa, o último episódio de uma história de longo prazo que passou já por várias unificações. Aqui o mapa do Império Romano do tempo de Trajano, praticamente no seu máximo, que era muito mais amplo dos dois lados do Mediterrâneo do que a União Europeia, mesmo se ao norte era menos estendido, ou seja, a União Europeia passou já por várias unificações. Esse é um outro mapa que junta em azul o Império Carolingiano, nunca falei isso em português, não sei, do Carlomagno, comparado com a situação da União Europeia de hoje. Você vê que o reino que o Carlomagno dominava, e os seus filhos dividiram depois, era menor do que a União Europeia de hoje, que apenas está, aos poucos, recuperando uma parte do território antigo e está chegando lá. A Espanha não fazia parte e tal. O que nos interessa hoje, fora esse passado de longo prazo, é uma ideia das configurações globais do território, esse mapa aí que tenta uma síntese junto à densidade de áreas das redes de comunicações, que a Clarisse vai falar, dos eixos principais, que não por acaso seguem mais ou menos o traçado da dorsal europeia, de Londres a Milano, com uma pequena réplica ocidental, que seria Le Havre, viu? Eu consegui falar do Le Havre, Clarisse, onde ela leciona,
Paris-Lyon-Marseille, que é o eixo francês, e do outro lado, o eixo menos visível aqui, mas que merecia ser destacado, Hamburgo, Berlim, Trieste, são as duas réplicas ocidentais e orientais do eixo principal, que é o eixo renano, que é realmente a coluna vertebral da União Europeia. E em termos de transporte, o trabalho da União Europeia é realmente reforçar ou contrariar esse eixo principal. Bom, outra representação que mostra bem a malha rodoviária e marítima principal, que tem muito transporte hidroviário na Europa, externo, no mar e nas vias navegáveis internas, que é uma coisa que, por várias razões, no Brasil não está tão avançado. E pegando o esqueleto do esqueleto, aí são a rede, sem desenho por trás, das linhas de trem de alta velocidade na Europa, que constitui hoje uma rede bem densa de Lisboa até Estocolmo e de Londres até Roma e Viena, ou seja, a discussão que eu acho um pouco infindável de vai ter ou não vai ter um trem-bala no Brasil, é uns 30 anos atrasados, porque foi provado, e muito bem provado em vários países do mundo, que transporte ferroviário de alta velocidade encurta o território e realmente uma das ferramentas mais potentes de amenagement, de gestão territorial que você tem. Por exemplo, Paris-Bruxelas hoje é 1 hora. Paris-Londres, você pega o trem em Paris, sai 2 horas depois na estação central de Londres. Aqui, isso aqui, vou passar só para lembrar, são os eixos de transporte prioritários da União Europeia. Acho que a Clarice vai falar disso, uma longa lista, que nem vou detalhar, obviamente, das obras que a União Europeia paga. Quando um eixo de transporte, seja ele rodoviário, hidroviário, ferroviário, tem uma importância para a organização total do território europeu, ele recebe uma ajuda europeia. Vou dar um exemplo aqui, que acho particularmente interessante, um viaduto que foi completado pouco tempo atrás no Massif Central, no maciço central da França, que era o eixo, o elo que faltava para ter uma segunda autoestrada norte-sul que permite desafogar um pouco aquela que existe, só que tinha no meio um vale do Lot amplo e de 300 metros de profundidade. Aí demorou, mas com a ajuda de dinheiro europeu, 20%, foi construído esse viaduto, que é uma beleza, que foi desenhado por um arquiteto inglês, e que tem a particularidade que os pilares têm mais de 300 metros de altura, ou seja, eles são cada um deles mais alto do que a Torre Eiffel. Foi feito como uma asa de avião, mas invertida. Quanto mais o vento sopra, quando o vento sopra, o avião levanta, né? Nesse caso foi invertido e o vento faz a ponte baixar mais, assentar mais. Então foi uma façanha de construção com pilares provisórios. Aqui os vermelhos são os provisórios, terminou e hoje ela existe e corre-se de uma vez através do Vale do Lot, com um pequeno problema que não era previsto, tudo foi feito para o motorista poder passar a 130 por hora sem parar, mas infelizmente tem engarrafamento de curiosidade. Ninguém quer passar tão rápido e todo mundo vai a 20 e 30 por hora para apreciar a vista. É realmente uma beleza. Isso me pareceu um bom símbolo do dinheiro europeu bem empregado numa obra local, mas que faz parte do eixo territorial de grande valor. Finalmente, só para lançar a discussão, isso custa, claro. Então tem que ver quais são os mecanismos. Acho que Jan conhece bem o assunto, não sei se volta sobre isso, mas qual é a mecânica financeira disso. Aqui nesse mapa aparece o que cada um dos Estados-membros, os países, paga e recebe. E apesar da insistência britânica para dizer que eles querem receber de volta cada tostão que eles gastam, obviamente você tem que ter gente que paga mais e recebe menos. Os círculos vermelhos são as contribuições dos países europeus que recebem mais do que pagam. E os verdes são os que recebem mais do que pagam, porque tem que ter um sistema de redistribuição. Aqui tem uma geografia dos fundos, como era antigamente, 2004 até 2006. Tudo que está em vermelho pode pedir e recebe dinheiro europeu para se desenvolver. Os azuis recebiam outras coisas e os brancos nada. E hoje, aí tinha também uma linha específica de financiamento para as regiões fronteiriças dos países membros para trabalhar entre si. Franceses com espanhóis, espanhóis com português, tinham dinheiro especial para facilitar a integração em volta das antigas fronteiras.
Hoje mudou e os fundos estruturais atuais têm uma cara bem diferente. O vermelho de hoje são os que têm direito a receber dinheiro. Você vê que na Europa Ocidental quase não tem mais. Só a ponta do país de Gales e da Cornualles e alguma coisa, maior parte do Portugal, não todo, uma parte da Espanha, não todo. E os elegíveis hoje são a ponta da Itália, a Grécia e os países do leste. Os verdes recebem dinheiro diferente, que são o objetivo é o nome do fundo, de competitividade e emprego. Aí eles recebem dinheiro para poder reforçar a sua economia, mas não mais para desenvolver o seu território. Ou seja, você vê que é claramente uma política espacial centro-periferia invertida. Você tira dinheiro do centro para investir na periferia com a ideia de corrigir a disparidade. Bom, era só isso, como você vê, era mais uma série de flash para introduzir a discussão, para perceber um pouco como a Europa era e ainda é parcialmente desigual e como tem uma política hoje concebida e consentida pelos cidadãos de redistribuição, tirando do centro para jogar na periferia. Era só isso. Bom, então, como a gente previu o debate depois, eu vou passar para os 2 próximos palestrantes. Então, o próximo é a Clarice, a professora Clarice Didelon. Je vous invite à s'asseoir lá. A Clarice, ela só para dar também um pequeno CV, eu diria que é bem menos do que isso, mas a Clarice é geógrafa e tem o doutorado dela foi feito pela Paris 7. Atualmente ela é professora da Universidade do Havre e faz parte de uma unidade de formação e pesquisa, como eles chamam lá, UFR, de formação e pesquisa em letras e ciências sociais. Tá? E o tema que ela trata para a gente é exatamente essa questão das redes e da coesão territorial na Europa. Ela vai falar em francês e o Hervé vai fazer uma pequena síntese, comentada sem comentar, resumo. Donc, merci beaucoup Nelly pour cette invitation. Donc, juste pour commencer, une petite citation du livre vert sur la cohésion territoriale, qui est le livre qui guide un petit peu la politique d'aménagement du territoire. Je vous le lis: des toundras gelées du cercle polaire arctique aux forêts tropicales de la Guyane, de la chaîne des Alpes aux îles grecques, de ces métropoles mondiales que sont Londres et Paris à ces petites villes et villages séculaires, l'Union européenne recèle une diversité territoriale d'une infinie richesse. Et le problème, effectivement, pour la politique régionale européenne, c'est de faire tenir tous ces petits bouts de territoire très différents ensemble les uns avec les autres et de construire quelque chose qui soit uni. D'ailleurs, si vous le savez peut-être, la devise de l'Union européenne, c'est « uni dans la diversité ». L'objectif donc de la politique régionale européenne, dans laquelle vient s'inscrire le concept de cohésion territoriale, c'est de faire tenir tous ces petits bouts de territoire ensemble. Quand on parle de politique régionale, en fait, on évoque en quelque sorte l'aménagement du territoire européen. On ne parle pas d'aménagement en tant que tel, parce que l'aménagement est simplement la prérogative des États européens. Ce sont seulement les États qui ont le droit de parler d'aménagement européen, mais pas l'Union européenne en tant qu'institution. Dès 1957, le traité de Rome mentionne la nécessité de renforcer l'unité des économies des États membres, d'en assurer le développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard avec les régions les moins favorisées. Donc la politique régionale européenne tiendra en termes de budget la seconde place après la politique agricole commune, qui servait à défendre les agriculteurs européens dans le contexte de la mondialisation, et elle se fonde sur l'idée essentielle que la construction européenne ne doit pas aboutir au développement inégal des différentes régions du territoire européen, mais être au contraire capable de transposer l'idéal des démocraties européennes à son territoire. Donc, au cours des décennies qui ont suivi le traité de Rome, la politique régionale européenne a connu plusieurs changements dans la définition des critères justement d'attribution des fonds européens pour aider les différentes régions. Donc ce sont des
des changements techniques pour donner l'argent, mais aussi des changements conceptuels, puisque sont apparus différents concepts qui devaient guider l'aménagement du territoire européen. Et à côté de ceux de cohésion économique et sociale, d'équité territoriale et de convergence, est petit à petit apparu le concept de cohésion territoriale. Au cours des... Je pensais tu as fini ta slide là ou... L'introduction, non? Non. Deixa eu terminar a introdução, depois eu faço de uma vez, tá? Donc au cours de... Donc le concept de cohésion territoriale, je vais vous le présenter au cours de cette présentation. Il fait une large place au rôle que doivent jouer les réseaux, justement, et en particulier les réseaux de transport, mais aussi ceux de télécommunications, ceux de l'énergie, dans la construction d'un territoire européen équilibré, et depuis ces dernières années, on dit aussi équilibré et durable. Or, les réseaux de transport et les flux qu'ils permettent de soutenir sont en contradiction conceptuelle avec la cohésion territoriale, une contradiction qui est d'autant plus forte que quand ils sont évoqués dans ce contexte, il est toujours fait abstraction des relations qu'entretient le territoire européen avec le reste du monde. Donc on va considérer simplement le territoire européen dans son ensemble comme s'il était isolé du reste du monde, et on oublie de parler des relations avec le reste du monde. Donc dans une première partie, on reviendra sur le concept de la cohésion territoriale, sur son émergence et sur la manière dont il est défini, pour nous intéresser ensuite au rôle que doivent jouer les transports dans cette cohésion territoriale. Et puis enfin, on verra plus précisément les problèmes et les contradictions qu'il y a à mettre les deux ensemble. Então, dando um resumo, acho que uma parte já foi escrita e pode até ajudar. A ideia, dito simplesmente, é fazer como essa diversidade tudo ficar constituir um conjunto. O leme, o que está escrito na bandeira europeia é unidos na diversidade. Então isso ali será o quadro geral. A União Europeia está encarregada de cuidar da coesão. Ela não faz gerenciamento do território, que é prerrogativa dos Estados-membros. Portanto, ela tem que se concentrar no alto nível, no nível mais alto que o da coesão. E o segundo orçamento da União Europeia, depois da política europeia, ou seja, é uma das coisas que pesa na organização europeia. De uma certa forma, trata-se de transpor o ideal democrático da União Europeia na política para o território, ou seja, organizar uma certa equidade, um certo equilíbrio no território. Cabe dizer também que isso é o resultado de uma mudança nos conceitos, que aos poucos se chegou a ter essa noção de coesão e de coesão territorial, e isso se faz em parte pelas redes, pelo desenvolvimento das redes, seja de transporte, de telecomunicação e de energia. Aí que as coisas viram interessantes, que eu tenho uma contradição entre obter um equilíbrio, uma coesão, uma certa justiça espacial e desenvolver as redes que levam, ao contrário, a um certo desequilíbrio. E essa é a contradição que a Clarisse quer desenvolver em três partes. Os franceses sempre fazem três partes, il y a toujours trois parties dans une coisa. Que é, primeiro, a discussão sobre o conceito mesmo de coesão, depois, qual pode ser o papel dos transportes para tal, e terceiro, quais contradições e os problemas que surgem nesse embate, nessa discussão entre os dois. Donc, je reviens un petit peu sur l'historique de la notion de cohésion territoriale dans la politique européenne. Avant les années 90, le concept de cohésion territoriale n'est pas présent en tant que tel, mais il est déjà en quelque sorte sous-jacent dans l'idéal de la construction européenne. Il n'apparaît nulle part en tant que tel, il est écrit nulle part cohésion territoriale, mais déjà dans le traité de Rome, je l'ai dit tout à l'heure, on dit qu'il est essentiel que tous les États aient accès aux mêmes chances, tous les États du territoire européen. Et dans le traité de Maastricht de 1992, la cohésion économique et sociale est considérée comme l'un des piliers de la construction européenne pour répondre à la nécessité d'un développement harmonieux et équilibré, une meilleure compétitivité et la solidarité entre les États membres. Donc on parle déjà des États, on parle déjà de la solidarité, sans que le terme de cohésion territoriale apparaisse vraiment. C'est simplement au milieu des années 90 que le concept de cohésion territoriale va apparaître en tant que tel, au cours des différentes réunions des ministres de l'aménagement du territoire des États membres de l'Union européenne, mais aussi dans les réunions des groupes de travail
qui sont chargés d'évaluer les impacts de la politique régionale européenne pour voir si ça fonctionne bien et comment se comporte le territoire européen face aux différentes aides qui lui sont attribuées. Et ce que l'on constate, c'est que s'il y a bien une convergence des différents pays européens en point de vue de richesse, qu'ils commencent à se ressembler de plus en plus. L'Espagne commence à rattraper la France, aussi la Grèce, etc. Mais à l'intérieur des États, on a des disparités qui vont s'accroître. Et ce que craignent les spécialistes, c'est que le territoire européen se disloque sous ces disparités. Et c'est à ce moment qu'on propose d'étendre le concept de cohésion économique et sociale au territoire européen, en proposant d'ajouter au sein de la politique européenne la notion de cohésion territoriale. Cela va amener en 1999 à l'adoption du SDEC, qui est le schéma de développement de l'espace communautaire et qui est une sorte d'embryon d'émergence de politique vraiment d'aménagement du territoire européen, mais encore une fois sans qu'on puisse parler d'aménagement, puisque l'aménagement reste la prérogative des États européens. Ça va aussi amener à l'émergence de réseaux de recherche européens, l'ORAT, Observatoire en réseau d'aménagement du territoire, à qui on donne la tâche en partie de développer justement la définition de cohésion territoriale. Pour finir, en 2004, le terme de cohésion territoriale est cité dans le projet de constitution et en 2007, il apparaît vraiment officiel dans les textes européens puisqu'on a le livre vert sur la cohésion territoriale qui est publié. Je vous laisse peut-être. Donc, fazendo o histórico dessa noção de coesão territorial, ela não aparece como tal até os anos 90. Era subentendido nos episódios anteriores, onde se falava, por exemplo, no Tratado de 92, de Maastricht, da coesão econômica e social. Foi aparecendo aos poucos. No Tratado de Amsterdã já era mais perceptível e apareceu mesmo quando teve reuniões dos ministros dos países membros da gestão territorial e as análises saíram aos poucos dos efeitos da ajuda europeia. Ficou claro que os estados europeus estavam se aproximando, a Espanha, os países mais pobres, estavam crescendo e se aproximando do nível de desenvolvimento dos outros, mas que a coesão interna, as divergências internas, era crescendo ao ponto que se podia temer um deslocamento do território entre regiões pobres e ricas. Aí foi, aos poucos, aparecendo a noção e a política de coesão territorial. Então, embutida no esquema de desenvolvimento do espaço comunitário, os DEC de 99, e apareceu plenamente, só recentemente, em 2007, com o livro verde da coesão territorial. Donc si on cherche maintenant à définir le concept vraiment de cohésion territoriale, en fait il reste flou parce que chaque niveau de politique de l'Union européenne, que ce soit les régions, les États et la Commission elle-même, ont cherché à le définir et ils sont arrivés à une sorte de consensus, ils arrivent à ne pas trop se disputer sur la définition, mais il y a quand même des petites nuances selon l'échelle à laquelle on se trouve. On peut retenir trois grands terme dans la définition. Premièrement, c'est l'idée d'une solidarité qui s'exprime entre les territoires de l'Union via la mise en œuvre de la politique régionale, c'est-à-dire qu'on sous-entend qu'il va y avoir une communauté de destin entre les territoires européens et que cela passe par une sorte de redistribution des richesses. On l'a vu tout à l'heure avec la carte d'Hervé, les pays les plus riches ou les régions les plus riches vont financer les régions les plus pauvres pour qu'elles puissent se développer. Elle s'exprime en deuxième par le principe de l'équité territoriale, c'est-à-dire que tout citoyen européen, où qu'il se trouve sur le territoire européen, que ce soit à Paris ou dans le plus petit village de la Slovénie, devra avoir accès aux mêmes services, quel que soit le lieu dans lequel il se trouve. D'accord ? Donc il doit avoir une équité dans l'accès aux services. Et on a aussi le souci de renforcer les liens entre les territoires, et cela passe aussi, comme le disait Hervé, par les programmes Interreg qui servent à mettre en place la coopération entre les régions qui sont des régions transfrontalières, c'est-à-dire toutes les régions qui sont sur une frontière de l'Union européenne pour qu'on puisse créer du lien entre ces régions qui étaient auparavant coupées. Os três princípios são a solidariedade entre os territórios, que implica que se tira de alguns para dar para os outros, transferência de dinheiro, a equidade territorial,
cujo princípio é que um cidadão europeu deve ter, em princípio, acesso aos mesmos serviços morando no centro de Paris, no último vilarejo da Eslovênia, e o reforçamento dos laços entre territórios, por exemplo, como é o caso das regiões fronteiriças, que foi mostrada, ajudar os países, as regiões a trabalhar entre si, a fazer ligações entre si. Maintenant, quel est le rôle quel est le rôle des transports dans la politique régionale et qu'est-ce que le concept de cohésion territoriale ou qu'est-ce que les tenants les personnes qui soutiennent ce concept de cohésion territoriale attendent des transports. Donc, ce qu'ils en attendent, c'est qu'ils voient dans les transports un puissant vecteur d'intégration spatiale. Ça va pouvoir permettre de faire un peu la couture entre les différents espaces du territoire européen. Et deuxièmement, ça va permettre d'ouvrir des opportunités économiques aux régions les moins développées en les reliant aux régions les plus développées du territoire européen. Et donc on va pouvoir par exemple ouvrir un marché pour ces régions qui sont à l'origine moins développées. Então, qual é o papel dos transportes para organizar e provocar essa coesão territorial? Primeiro, são um potente vetor de integração espacial e, segundo, abrem oportunidades para as regiões menos desenvolvidas, abrindo o mercado, porque eles são ligados, através do transporte, a outras regiões mais desenvolvidas, o que abre mercado. Donc comment ça va être mis en œuvre au niveau européen? Tout simplement par la politique de transport et principalement le réseau transeuropéen de transport qui fait partie donc de la politique européenne de transport et qui va permettre ça va permettre de financer des grands projets de transport comme Hervé l'a montré tout à l'heure, le viaduc de Millau, mais aussi d'autres projets. Ça va les permettre de les financer grâce aux fonds qui sont attribués à la cohésion territoriale. Le principe, c'est qu'auparavant, quand on considère l'Union européenne avec 27 pays membres, on a près de 5 millions de kilomètres d'autoroutes, 215 000 kilomètres de voies de chemin de fer, 41 000 kilomètres de voies navigables. Le problème, c'est que chaque réseau de transport s'est construit de manière nationale en fonction de l'histoire des pays. Et pour faire fonctionner un pays simplement à l'intérieur de ses frontières, aussi avec des liens à l'extérieur, mais chaque pays a construit son propre réseau de transport et la difficulté pour l'Union européenne, c'est de créer un réseau de transport qui permette d'unifier le territoire européen, et donc c'est le but de ce réseau transeuropéen de transport. Então, a ferramenta principal, essa rede que está aqui na tela, que é a rede europeia, transeuropeia de integração, de transporte, que é fundada, que recebe dinheiro do Fundo de Coesão. A União Europeia tem 5 milhões de quilômetros de autoestrada, 40 mil de vias navegáveis e tal, mas essas redes fortes foram concebidas cada uma dentro de um país, e não como um conjunto. Hoje a ideia é transformar essas redes parciais numa rede global. Donc juste deux petits exemples pour rajouter par rapport au viaduc de Millau, donc le tunnel sous la Manche entre la France et la Grande-Bretagne et le pont sur le détroit d'Öresund entre la Suède et le Danemark. Dois exemplos que foram financiados parcialmente com dinheiro europeu é o túnel da Mancha, que liga a França à Grã-Bretanha, e a ponte do estreito de Öresund, a entrada do Báltico, que liga a Suécia com a Dinamarca. São duas grandes obras de engenharia que foram fundadas com dinheiro europeu. Juste peut-être préciser qu'à chaque fois, les fonds européens doivent représenter 20% du financement. Et le reste du financement, c'est les États, les régions ou des partenaires privés qui peuvent financer. O dinheiro europeu entra com 20%, o resto, 80%, são os Estados-membros, as comunidades regionais, as prefeituras, os municípios e tal, e dinheiro privado. Maintenant, on peut en venir aux contradictions et aux problèmes qu'il existe entre ce réseau de transport européen et la notion de cohésion territoriale. Et on arrive au débat assez classique sur les effets structurants, puisque en fait le réseau européen, pour qu'il soit effectivement efficace et rentable, doit va desservir pratiquement exclusivement les grands pôles européens, les grandes villes. Là, on voit bien, ne serait-ce que sur le tunnel sous la Manche, c'est relier Londres et Paris, d'accord. Et ça veut dire qu'on va relier déjà deux capitales, deux régions qui sont déjà bien développées,
continuer à développer les flux entre ces régions, mais les régions qui sont traversées par l'Eurostar ne seront pas pour autant développées par le passage du train. D'accord ? Donc c'est ça. C'est aussi si on construit des routes ou des autoroutes, l'idée que, effectivement, si on crée une route, on crée une opportunité, mais il faut qu'il y ait sur place un potentiel à développer. S'il n'y a rien du tout, c'est pas parce qu'on va mettre une autoroute au milieu d'une campagne où il n'y a que des champs que tout à coup vont pousser des centres technologiques, des usines, etc. Daí começa a discussão sobre as contradições entre transporte e coesão, que vem do debate já mais antigo sobre os efeitos estruturantes. A ideia, quando se faz transporte, especialmente transporte de massa, transporte rápido, é geralmente ligar entre si regiões e cidades já prósperas. Por exemplo, o túnel do Canal da Mancha visa a ligar entre si Paris e Londres, que já são cidades mundiais. E o fato das regiões que estão no meio ser atravessadas por uma linha de alta velocidade não resolve em si. Tem que ter potencial local para poder aproveitar esses efeitos e tem também que ter uma possibilidade de parar, né? Senão se chama, peut-être parler d'effet tunnel par uma ocasião, o efeito túnel, que não tem a ver com o fato de ser um túnel, mas o fato que essas linhas rápidas ligam como se fosse por baixo da terra duas cidades. E quem está no meio, se não tem nenhum lugar de parada, ajuda. A discussão que tem agora sobre o trem-bala pode ser muito bom para Campinas, São Paulo et Rio de Janeiro, mais tem que ver si quem está no meio vai aproveitar ou não. Je fais une transposition avec le projet local ici. Le deuxième problème, c'est un problème intrinsèque à la notion de cohésion territoriale, c'est qu'il va renforcer une vision continentale de l'Europe, c'est-à-dire qu'on va venir renforcer quelque chose qui est déjà très présent dans l'Union européenne, c'est que l'Europe est un continent et on sait qu'il y a des relations entre l'Europe et le reste du monde, mais spécifiquement dans la politique régionale européenne, on a tendance à ne pas en tenir compte. Et cette notion de cohésion territoriale, elle va renforcer la vision continentale de l'Europe, qui va contribuer à renforcer les frontières européennes et à durcir les frontières, pas à l'intérieur de l'Europe, mais à l'extérieur de l'Europe, qui va se traduire par la chose la plus spectaculaire qui soit, c'est l'accroissement de la mortalité à la frontière européenne des migrants illégaux qui essayent d'entrer dans l'Union européenne. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la politique de transport, mais c'est quelque chose qui découle de la fermeture des frontières européennes et de cette vision de cohésion territoriale. Pour le territoire et pour l'aménagement du territoire européen, la conséquence de la vision de la cohésion territoriale, c'est que les territoires périphériques de l'Union européenne deviennent en quelque sorte des cul-de-sac de l'Union européenne, puisqu'on ne va pas mettre en valeur le lien avec ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière européenne. Et donc, quand on applique vraiment, si on appliquait de manière jusqu'au boutiste la notion de cohésion territoriale, on arriverait à une sorte d'île enfermée sur elle-même, qui voudrait se développer de manière interne sans prendre sans prendre le reste du monde en compte. Outro efeito um pouco mais derivado disso é que, ao reforçar a coesão, ao reforçar a acessibilidade interna e os laços internos, se reforça a ideia da Europa como um continente, sem levar em consideração o que acontece fora. A ideia é fazer uma coesão interna. Isso leva a consequências extremamente prejudiciais. Por exemplo, ao diminuir a pressão interna, se aumenta a pressão nas fronteiras. Se durcifica, se engessa as fronteiras externas, que leva a situações trágicas com as pessoas que morrem ao tentar entrar na União Europeia, migrantes clandestinos que, ao tentar atravessar o Mediterrâneo e outros lugares, morrem. Os círculos aqui são o número de pessoas que morrem afogadas ou de outras causas ao tentar a União Europeia. O problema é que, com isso, ao reforçar a coesão interna, as regiões periféricas da Europa acabam sendo o tipo de beco sem saída, que são adoçadas, apoiadas à fronteira, uma fronteira cada vez mais estanque, que não se pode entrar. A visão leva, de uma certa forma, a uma ilha que não tem ligação com o resto do mundo, que é a fortaleza interna e bem organizada, e o resto que é resto.
Et là où les choses viennent vraiment se compliquer, c'est que dans la politique régionale européenne, en plus de la notion de cohésion territoriale, est apparue ces toutes dernières années, à partir du traité, de la stratégie de Lisbonne en l'an 2000, un autre objectif européen, c'est celle de compétitivité, justement parce qu'on se rend compte que pour être compétitive dans le reste du monde, l'Union européenne doit miser sur ces régions qui sont déjà les plus développées pour qu'elles puissent rester compétitives à l'échelle mondiale. Donc ça va se traduire, si on regarde les flux aériens par exemple, sur le fait qu'on va miser tout sur les villes qui sont déjà les mieux reliées au réseau mondial, et on voit que ça va venir renforcer les régions qui sont déjà les plus développées dans l'Union européenne. Donc c'est la notion de compétitivité qui va permettre aux territoires les plus développés dans l'Union européenne de réclamer eux aussi des fonds pour continuer à se développer, pour pouvoir rester au niveau mondial et rester compétitif au niveau mondial. Et là, on est dans un autre aspect de la politique régionale, ça va permettre de financer les pays les plus riches, mais ça va aller un petit peu à contresens de la politique de cohésion territoriale qui était l'idée de faire tenir ensemble le territoire. Donc ça veut dire qu'au sein de la politique régionale, on a deux grands aspects, la cohésion territoriale, mais aussi la compétitivité qui, elle, mise aussi tout sur les transports pour faire, elle aussi, faire en sorte que les régions les plus développées restent développées et continuent à se développer. Grande complicador agora sobre essa política é que, ao mesmo tempo que tem essa política europeia, tem uma outra que começou a se reforçar depois da reunião de Lisboa, do Tratado de Lisboa em 2000, que é reforçar a competitividade. A competitividade consiste em ajudar as regiões europeias a se manter na competição mundial, ou seja, reforçar os que já são fortes, para poder continuar de lutar com as regiões mais fortes, né, dos Estados Unidos, do Japão, sei lá onde, o que seria levar ao contrário da política de coesão territorial, ao reforçar os que já são fortes. Aqui, por exemplo, no mapa aparecia as cidades mundiais, a que já tem ligação forte com o resto do mundo, e que começa agora a pedir dinheiro europeu para se manter na competição mundial. No caso, a região de Londres, de Paris, de Frankfurt e tal. Então, tem duas políticas contraditórias, uma de reforçar os mais fracos, para obter uma maior coesão, e de reforçar os mais fortes para poder se manter na competição internacional, que são absolutamente contraditórias. Donc pour conclure, on a des contradictions entre déjà la notion de réseau, entre le fonctionnement des réseaux et la cohésion territoriale. On a des contradictions aussi au sein de la politique régionale entre cohésion et compétitivité. Et si on recherche ce qui est à la base de tout ça, c'est le problème de fond de l'élargissement européen, enfin de l'Union européenne, qui est un grand débat à l'intérieur de l'Union européenne, puisque à chaque élargissement, on intègre à l'Union européenne des États qui sont des anciens pays de l'Est et qui sont toujours plus pauvres par rapport à la moyenne européenne. Donc ce qui se passe, c'est que la majorité des fonds qui étaient attribués auparavant aux pays qui étaient quand même un petit peu riches vont, par effet de domino, en quelque sorte, aller vers les pays les plus pauvres. Et les pays qui, avant, recevaient un petit peu d'argent alors qu'ils en donnent déjà beaucoup, ne reçoivent plus du tout d'argent. C'est pour ça qu'on a cette notion de compétitivité qui est apparue, pour essayer de faire en sorte que les pays qui contribuent quand même beaucoup au budget européen puissent continuer à recevoir un petit peu de l'argent de l'Union européenne. Et donc là, on est vraiment dans un problème de fond qui est celui de l'élargissement du territoire européen. As contradições são duas. O papel das redes, que normalmente leva à desigualdade e à coesão, através da rede. As contradições entre essa política de coesão e de competitividade, e as duas coisas são ligadas através do problema que a União Europeia da sua ampliação. Cada vez que vai se ampliando, junta a países mais pobres, principalmente do lado leste. Ou seja, os países que costumavam receber dinheiro, como Espanha e Portugal, e os países centrais não recebem mais nada e são cada vez mais solicitados para pagar. Aí que eles começaram a gritar e a inventar essa noção de competitividade para eles também receber. Então, a expansão territorial da Europa aguçou e aguçou os problemas de essas contradições, que não é uma coisa fácil. Só para continuar, então, né, o próximo tema é do professor Ian Richard. Ele vai falar sobre políticas europeias de apoio ao desenvolvimento. Então,
já tendo um pouco os problemas da própria competitividade, da coesão territorial. Não basta a presença econômica da Europa dentro da própria Europa, mas, evidentemente, ela também é solicitada para o restante do mundo. Então, há toda uma política de apoio europeu a diversos países, a diversas regiões. O professor Ian Richard, ele também é geógrafo. Bom, como a gente brinca aqui no Brasil, ninguém é perfeito, né? Mas há um predomínio de geógrafos aqui, sem dúvida alguma. Ele tem o doutorado e é professor na Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, onde fica o Instituto de Geografia. Também faz parte de uma unidade de formação e pesquisa em geografia. Ian, à toi. Merci Hervé, merci Nelly pour cette invitation. Alors, d'accord, 30 minutes, merci. Je vais développer quelques idées fortes dans cet exposé à propos de l'aide au développement. Première idée, l'Union européenne a un slogan très très fort qu'elle affirme très souvent. Elle se présente comme la championne du monde de l'aide au développement. Voilà, nous sommes les World Champions de l'aide au développement. Voilà, c'est ça un des titres de gloire de l'Union européenne. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'Union européenne dit, pour justifier cette idée, c'est nous qui donnons plus de 50% de l'aide publique au développement chaque année. Voilà. Deuxième idée que je vais développer, effectivement, l'Union européenne pèse très lourd dans l'aide au développement, ça c'est un fait. Voilà. Troisième idée que je vais développer, si l'Union européenne est bien un acteur de l'aide au développement majeur, c'est un acteur très fragile, avec de très nombreuses contradictions. Et donc je crois qu'il faut partir d'une idée très simple, l'Union européenne n'est pas une union. L'Union européenne, ça n'existe pas. Quand on dit Union européenne, ça laisse l'illusion qu'il existerait, entre guillemets, un État européen. Ça, c'est une vision très française de l'Union européenne qui aimerait que l'Union européenne s'érige en puissance à l'échelle mondiale. C'est une vision qui n'est pas du tout une vision britannique ou polonaise, par exemple. Donc il y a des contradictions internes dans l'Union européenne qui expliquent que c'est un acteur important mais fragile. Dernière idée que je développerai dans cet exposé, vous verrez, il y a beaucoup de graphiques, j'aime beaucoup les graphiques. Donc, la dernière idée que je vais développer, c'est simplement quelles sont les relations entre l'Union européenne et son voisinage pour le développement. Quand on parle de voisinage, je vous montre très rapidement de quoi il s'agit. Il s'agit d'un ensemble de pays qui se trouvent à proximité de l'Union européenne, voilà, qui sont des États proches. Voilà, ce sont les États qui sont ici, les États qui partagent avec l'Union européenne une frontière commune. Et donc l'Union européenne a développé depuis 2003 une politique de voisinage pour faire en sorte que les pays qui partagent une frontière avec elle soient un cercle d'amis et surtout qu'ils constituent avec l'Union européenne une région de stabilité. Voilà, l'Union européenne a très peur de ce qui se passe de l'autre côté de ses frontières. Elle se pose des problèmes de sécurité et donc elle a développé une politique de voisinage. Et on verra que un des leviers de l'Union européenne pour mener sa politique de voisinage, c'est l'aide au développement. Et le problème, c'est que la relation avec les pays voisins en matière de développement est également pleine de contradictions, ce qui la rend en partie inefficace. Voilà. Então, a ideia é ver se uma das coisas que a União Europeia gosta de dizer que ela é campeão mundial da ajuda pública ao desenvolvimento, representando mais de 50% do dinheiro que é gasto para ajuda, de dinheiro público para o desenvolvimento. Mas, na verdade, o Ian quer mostrar que isso é uma visão um pouco enganadora por duas razões. Primeiro, que a União Europeia como tal não existe, ou seja, não é um ator único, não é como se tivesse um Estado europeu fazendo tal política. Isso pode ser uma visão francesa que gostaria de ter um Estado europeu, mas que não é compartilhado. Por exemplo, a Grã-Bretanha ou a Polônia não tem em nada essa visão. E essa política passa também com relações com a vizinhança, que são os países que ele mostrou, que são aqueles que têm uma fronteira compartilhada com a União Europeia, que a União Europeia gostaria de transformar em amigos, por amizade, mas também para obter uma estabilidade.
Você tem muito receio que aconteça alguma coisa ruim nos países vizinhos. E para obter isso, a ideia é gastar dinheiro para ajudar ao desenvolvimento desses países vizinhos, que leva a uma outra série de contradições. Voilà, première idée, donc l'Union européenne, c'est effectivement, si on regarde les chiffres, hein, c'est effectivement un acteur très lourd de l'aide au développement dans le monde. Donc je vais vous montrer quelques graphiques hein, très rapidement. Vous avez ici l'aide nette annuelle hein, qui est versée par les grands donateurs mondiaux de l'aide au développement. Et on voit la courbe bleue, hein, là c'est l'Union européenne. Quand je dis Union européenne, en réalité ça comprend deux choses. C'est d'abord la Commission européenne, cet organe supranational qui est donc chargé de l'exécution des traités européens, hein, qui a un certain nombre de compétences, et ce sont aussi les pays membres de l'Union européenne, et en particulier les 15 pays les plus riches de l'Union européenne, hein, qui font partie du comité d'aide au développement, hein, ce sont des gros pays donateurs. Et donc vous voyez que l'Union européenne hein, donne beaucoup plus d'argent que les États-Unis par exemple. Les États-Unis c'est la courbe rose, hein, ou que le Japon, etc. Deuxième graphique, hein, vous avez là la même chose mais en pourcentage. Vous voyez que l'Union européenne en 2006 hein, donnait presque 50% de l'aide au développement. Ça c'est ce que dit l'OCDE. L'Union européenne dit elle qu'elle a versé 56% de l'aide au développement en 2006. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Quoi qu'il en soit, l'Union européenne, c'est beaucoup. Hein, et vous voyez, les États-Unis, c'est environ 20%. Hein, c'est très, très en deçà. Et le Japon, vous voyez, c'est encore moins dans l'aide au développement mondial. Voilà. Vou peut-être mieux je traduis quand c'est encore à l'écran. Os dois gráficos mostram a percentagem em total e depois em percentagem da ajuda paga pelos vários países. A curva azul sendo a União Europeia, ou seja, a União Europeia, a Comissão Europeia e os países membros, especialmente os 15 mais ricos. E muito mais de 50% quando os Estados Unidos estão por volta de 20%. Deuxième chose dans cette première partie, l'Union européenne verse une aide au développement qui est quasiment universelle. Hein, contrairement à d'autres donateurs pour lesquels je vous montrerai des cartes tout à l'heure, l'Union européenne donne dans quasiment toutes les régions du monde, dans tous les pays en développement. Elle fait de l'aide au développement dans 160 pays, hein, en réalité, avec un niveau de participation qui est variable quand même selon les régions. Hein. On peut voir ici que son rôle dans l'Europe centrale et orientale et la Turquie hein, est considérable. Voilà, donc ça fait à peu près 80%, entre 60 et 80%. On peut voir que également dans l'Afrique au sud du Sahara, sa part est très importante, hein, c'est 60%, et on voit en revanche que sa part est plus limitée, notamment au Proche-Orient et en Asie centrale, hein, et en Asie du Sud et en Asie de l'Est. Voilà. Alors, on peut voir également que selon les régions en valeur absolue, hein, son implication varie également beaucoup. Hein. On peut voir que son rôle est très important en Afrique, hein, c'est la région prioritaire pour l'aide au développement européenne, hein, et on voit que son implication en valeur absolue est plus faible dans d'autres régions. Cela dit, hein, l'Union européenne donne beaucoup. Je crois que j'ai plus de micro, en fait. Si, j'ai toujours le micro. D'accord. Voilà, donc si tu veux... Essa distribuição da ajuda é quase universal. A União Europeia e os países que a compõem distribui dinheiro em 160 países do mundo, mas mesmo assim tem graus diferentes de concentração, especialmente ela sempre é muito forte, era o gráfico anterior, mas aqui você vê que o seu papel principal é na África, onde ela é o principal doador de longe, e menos verdade nos outros países, nas outras régions. Pour terminer sur cette première partie, quelles sont les particularités de l'aide au développement versée par l'Union européenne? Il y a un modèle européen d'aide au développement. D'abord, c'est une aide au développement qui respecte des principes qui sont formulés par des organisations internationales, notamment l'ONU. L'Union européenne est une organisation qui est fondamentalement multilatéraliste. Donc, elle n'est pas dans une optique de realpolitik, c'est-à-dire dans une optique de relations internationales qui serait un jeu à somme nulle. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Ce n'est pas du tout ça, la philosophie de l'Union européenne. L'Union européenne, sa philosophie, c'est
de respecter les institutions internationales et de promouvoir le multilatéralisme. Donc l'ONU a développé ce qu'on a appelé des objectifs du millénaire pour le développement, une liste donc d'objectifs de développement, et l'Union européenne s'attache à les promouvoir et elle débloque des financements pour avancer sur ces objectifs du millénaire pour le développement. Deuxième chose, l'aide de l'Union européenne au développement, c'est une aide qui travaille, qui promeut l'intégration régionale. Elle essaye de renforcer les liens entre les pays qui sont dans la même région du monde. Par exemple, elle verse de l'aide aux pays des Balkans, c'est l'ancienne Yougoslavie, et elle verse de l'aide à ces pays pour qu'ils se développent, mais surtout pour qu'ils développent des relations entre eux. Et pourquoi fait-elle ceci? Tout simplement parce qu'en développant des interdépendances entre des pays proches, on garantit, ça c'est le modèle européen, on garantit la paix. L'Union européenne, c'est une institution qui a garanti la paix en Europe depuis maintenant une 60aine d'années. C'est un modèle qu'elle essaye d'exporter à l'extérieur et elle le fait par le biais de son aide au développement. Troisième et dernière chose, pour terminer cette première partie, l'aide au développement de l'Union européenne est assortie de conditionnalités politiques très fortes. En théorie, je dis bien en théorie, on verra que ce n'est pas si clair, l'Union européenne donne de l'argent à un certain nombre d'États qui respectent des principes démocratiques, les principes des droits de l'homme, les principes de l'État de droit. C'est ce qu'on appelle des conditionnalités. Essa doação, essa ajuda desenvolvimento segue alguns princípios. Primeiro, você faz dentro do princípio da ONU, da multilateralidade e respeita, se encaixa dentro dos objetivos do milenário. Segundo, são feitos para favorecer a integração regional, ajuda os países a estabelecer laços entre si com a ideia que os países sendo dependentes um do outro, em uma interdependência, isso é garantia da paz. Foi assim que funciona a União Europeia. A União Europeia era cheia de guerras, desde que tem a União Europeia, não tem mais guerras porque são tão integrados uns aos outros que não pode ter mais guerra. E terceiro, essa ajuda é condicional, sempre se faz com a obrigação de respeitar os princípios democráticos, os direitos humanos. C'est quoi le troisième, j'ai oublié? Le troisième, c'est que l'État de direito, l'État de droit. C'est des conditionnalités politiques. São condições políticas respeitar o Estado de direito. O direito é no primeiro plano. Deuxième partie, très rapidement, je développe 5 idées dans cette deuxième partie. L'idée centrale, c'est que l'Union européenne, c'est un acteur très lourd de l'aide au développement, mais c'est un acteur divisé et donc un acteur fragile, avec des principes politiques qui ne sont pas toujours très clairs. Première chose, l'Union européenne a un très gros problème institutionnel, qui est le suivant, c'est que c'est un assemblage entre la Commission européenne, d'un côté, et des institutions supranationales, et de l'autre côté des États membres. Dans l'aide au développement fait partie de ce qu'on appelle des compétences partagées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aide au développement, c'est le fruit d'une politique mise en œuvre par la Commission européenne, qui gère 20% de l'aide publique au développement dans le monde chaque année. Mais à côté de l'aide au développement mise en œuvre par la Commission européenne, chaque pays européen a sa propre politique de développement bilatérale. Et il fait ce qu'il veut, quand il veut et avec qui il veut. Donc il n'y a pas de véritable partage des rôles, pas de vraie coordination. Tout ça fragilise non seulement l'action de l'Union européenne, mais sa visibilité à l'échelle internationale. Voilà, donc ça c'est un problème institutionnel qui explique pourquoi je vous disais tout à l'heure que l'Union européenne, ça n'existe pas véritablement. Alors on verra que l'Union européenne essaye de dépasser ça. Deuxième idée, la politique de développement de l'Union européenne, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une politique universelle. Ça veut dire que contrairement à d'autres grands donateurs, l'Union européenne donne vraiment partout. Vous avez ici une comparaison. Sur cette carte, vous voyez l'ensemble des pays du monde où les pays membres de l'Union européenne versent de l'aide au développement. Vous voyez que c'est dans le monde entier. Vous avez ici l'aide au développement versée par la Commission européenne. C'est beaucoup plus africain et est-européen, mais on donne aussi dans d'autres régions. Vous voyez ici l'aide du Japon, elle est très concentrée sur l'Asie du Sud et sur l'Asie de l'Est. Vous voyez l'aide des États-Unis, beaucoup en Afrique et beaucoup aux États-Unis, et beaucoup en Amérique latine, pardon. Mais vous voyez qu'il y a une très forte concentration au Proche et au Moyen-Orient. Ça s'explique parce qu'il y a l'Israël,
parce qu'il y a l'Irak, parce qu'il y a l'Afghanistan, hein, il y a beaucoup d'aide américaine au développement. Vous voyez que les États-Unis sont très impliqués dans l'ex-URSS, beaucoup plus que l'Union européenne, hein, comme vous pouvez le constater d'autre part. Alors, la politique d'aide au développement de l'Union européenne, elle est universelle, mais ça n'est pas un gage d'égalité, c'est plutôt le signe d'une dispersion. C'est une dispersion. Alors que d'autres donateurs concentrent leur aide de façon plus stratégique dans certaines régions, l'Union européenne a tendance à se disperser, donc ça n'est pas forcément un signe d'efficacité. Troisième idée, la politique d'aide au développement de l'Union européenne est extrêmement complexe. Pour quelle raison? Parce qu'au fur et à mesure des élargissements, les nouveaux pays membres ont voulu beaucoup donner à leurs anciennes colonies. Ça fait beaucoup de pays, ça fait beaucoup de lignes budgétaires, ça fait des procédures extrêmement complexes sur lesquelles je vous donnerai plus d'informations tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais par exemple, en 2001, il n'y avait pas moins de 55 lignes budgétaires pour l'aide au développement et 80 règlements différents de programmes d'aide au développement. 80 pour une Commission européenne dont les fonctionnaires sont très peu nombreux. Quatrième idée dans cette deuxième partie, les efforts des pays membres de l'Union européenne pour l'aide au développement sont très variables. On a des pays qui donnent beaucoup d'argent, mais en réalité, en pourcentage de leur produit national brut, c'est souvent très faible. Les pays de l'Europe du Nord donnent beaucoup, la Suède, la Suède surtout, hein, le Danemark par exemple, la Finlande, mais les autres pays de l'Union européenne donnent relativement peu. Hein. Il n'y a pas un consensus européen en la matière. Alors, je termine cette deuxième partie en disant que l'Union européenne essaye de dépasser ces contradictions. Depuis 1998, la Commission européenne a essayé d'imposer aux États membres un principe de partage des rôles, de coordination sur le terrain pour faire en sorte que les pays membres ne se marchent pas sur les pieds les uns des autres et qui surtout ils n'essayent pas de marcher sur les pieds de la Commission européenne. Très souvent, quand la France donne de l'argent à un pays en développement, elle oublie de dire qu'elle fait ça avec l'Union européenne. Elle met son drapeau français devant et le drapeau de l'Union européenne derrière. Comme ça, elle se donne un surplus de visibilité au détriment de l'Europe. Então, sobre a segunda parte seria que esse ator da ajuda pública ao desenvolvimento, que é a Europa, é ator dividido e frágil. Primeiro tem problema institucional, que é a relação entre a União em si e os Estados. Pela Constituição, ou pelo funcionamento, pelo menos, é uma competência compartilhada, assim que chama no Brasil. Uma competência compartilhada, e a União Europeia faz uma coisa, e os Estados-membros podem fazer o que bem quiser. Ou seja, não tem coordenação da União com os países, nem dos países entre si. Segundo, essa distribuição da ajuda internacional europeia, como aparecia no mapa, é universal. Isso não é uma garantia nenhuma. O Japão dá nos países vizinhos, os Estados Unidos dão onde tem interesses estratégicos. O fato de dar para o mundo inteiro não é uma garantia, é mais uma dispersão. Terceiro, essa ajuda é muito complexa. Os novos membros, cada vez que entra alguém, tem que ajudar as ex-colônias. O resultado é que dentro do sistema europeu tem 55 linhas orçamentárias para ajuda ao desenvolvimento e 80 regulamentos diferentes para explicar como funciona. Os efeitos são variáveis, os esforços são variáveis sobre os países do norte dão muito, por exemplo, a Suécia ou a Dinamarca, mas os outros países nem tanto em percentagem do seu PIB. Tem uma tentativa recente de coordenar isso, a União Europeia está tentando pôr um pouco de ordem e fazer com que os países colocam um pouco, tornam mais visível o que ela faz. Em muitos casos, ele estava citando o caso da França, às vezes a França diz que ajuda com X, mas na verdade ela ajuda com X em parte com o chapéu da União Europeia. Então a tentativa da União é aparecer como tal. Alors, je terminerai pour illustrer cette idée des contradictions de la politique européenne de développement en étudiant les relations entre l'Union européenne et son voisinage. Là, quelques idées fortes également. L'Union européenne est très impliquée dans l'aide au développement en direction de son voisinage, mais son niveau d'implication varie d'une région à l'autre. On voit par exemple que dans les pays européens non membres de l'Union européenne, elle représente presque 70% de l'aide au développement qui est versée. En Afrique du Nord aussi, dans l'Europe centrale et orientale, lorsque ces pays n'étaient pas encore membres, l'Union européenne représentait aussi une forte proportion. En direction du Proche et du Moyen-Orient,
l'implication de l'Union européenne est quand même plus faible. Donc toutes les régions du voisinage ne sont pas autant dominées par l'Union européenne que ce qu'on pourrait penser. C'est très clair sur les cartes que vous voyez ici. Vous voyez que la part des pays membres dans l'aide au développement reçue par les pays du voisinage est très forte dans l'Europe centrale, mais vous voyez qu'elle est plus faible, on a des cercles qui sont jaunes là, elle est plus faible au Proche et au Moyen-Orient par exemple. Et vous voyez que, en revanche, l'implication des États-Unis est très forte. Ce qui explique par exemple que l'Union européenne, c'est un État qui donne beaucoup d'argent par exemple à la Palestine, mais c'est l'organisation qui est la moins écoutée pour le règlement de la guerre israélo-palestinienne, en réalité. Donc l'Union européenne dépense énormément d'argent, 500 millions de dollars chaque année à la Palestine, mais elle est absolument impuissante sur le plan politique. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de bonne coordination entre elle et les autres donateurs, et parce qu'il n'y a pas de bonne coordination entre ses propres membres. Alors, deuxième chose, l'Union européenne dit depuis quelques années, voilà, notre grande priorité, c'est la politique de voisinage. Il faut aider nos voisins à se développer pour en faire un cercle d'amis et pour stabiliser l'environnement régional. Et on voit que la réalité des chiffres n'est pas au diapason des discours. Vous avez ici un graphique qui vous montre le pourcentage de l'aide totale versée par l'Union européenne chaque année, mais qui va vers les pays du voisinage. En 1960, le voisinage de l'Union européenne à 27, de l'Union européenne actuelle, recevait 40% de l'aide au développement européenne. En 2005, le voisinage recevait 10% de l'aide au développement de l'Union européenne. Donc il y a un désengagement de l'Union européenne sur le plan financier, alors que dans les discours, le voisinage est présenté comme une priorité. Ce désengagement dans les pays voisins, il s'explique par le fait que les pays de l'Europe centrale sont entrés dans une procédure d'adhésion à l'Union européenne dans les années 90 et qu'ils ont capté énormément d'argent au détriment des autres voisins. Donc il y a eu non pas une augmentation de l'enveloppe totale, mais une réallocation d'une enveloppe qui gardait le même montant. On voit qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il n'y a pas de cohérence entre l'action des acteurs non plus. On voit que la Commission européenne fait un effort en direction du voisinage. Vous voyez que c'est la courbe bleue. L'Union européenne donne de plus en plus au voisinage, mais les pays membres de l'Union européenne donnent de moins en moins. En dehors des années 90, on était là dans une période de préadhésion des pays membres des pays de l'Europe centrale. Eux, ils donnent de moins en moins. On a là donc une des contradictions internes de l'Union européenne dont je parlais tout à l'heure. Dernière chose, je termine sur deux idées. L'Union européenne ne peut pas faire de l'aide au développement dans ses relations avec son voisinage un levier politique. Non seulement parce qu'il n'y a pas de cohésion, de cohérence interne à l'Union européenne, mais surtout parce que son aide au développement représente très souvent une part infime du PIB des États voisins. Si je regarde par exemple ce qui se passe au Bélarus, c'est la dernière dictature d'Europe, une des dernières du monde, avec la Corée du Nord, etc. Au Bélarus, l'aide publique au développement de l'Union européenne, ça représente 0,2% du PNB bélarus. Dans ces conditions, l'aide au développement européenne peut difficilement être un levier d'influence. Dernière idée, dans le voisinage de l'Union européenne, je terminerai là-dessus, on voit apparaître des bailleurs de fonds alternatifs. Non seulement les États-Unis sont très présents au Proche et Moyen-Orient, mais surtout on voit la Russie qui émerge de plus en plus comme un nouveau bailleur de fonds de l'aide au développement dans son propre espace régional. Donc on peut estimer par exemple que chaque année, la Russie verse à peu près l'équivalent de 10 milliards de dollars de subventions directes ou indirectes au Bélarus. Lorsque la Russie vend son gaz très peu cher au Bélarus, c'est une forme de subvention. Lorsque la Russie fait de l'aide humanitaire à la Moldavie lorsqu'il y a eu des inondations ou des sécheresses, c'est une aide au développement. Dernière chose, la Russie a créé l'année dernière un fonds de stabilisation de 10 milliards de dollars pour remplacer le rôle du FMI à l'intérieur de l'ex-URSS. Donc très clairement, on a là une sorte de compétition entre la Russie et l'Union européenne dans l'ancien espace soviétique, qui gêne la possibilité de l'Union européenne de faire de l'aide au développement un levier politique dans ses relations avec ses voisins.
falando das relações com os vizinhos, aí tem um discurso que é de reforçar cada vez mais a ajuda da União Europeia para os vizinhos para fazer deles amigos. Mas não é bem o que parece, porque quando você olha bem, você vê que ajuda mais alguns dos vizinhos do que outros. Na Europa do Leste é muito forte, mas não no Oriente Médio, por exemplo. Mesmo pagando 500 milhões de dólares por ano na Palestina, a União Europeia nunca é ouvida, porque ela é um doador, entre outros, e o menos ouvido deles. Ajudar os amigos para fazer um círculo de amizade e estabilidade é muito bonito, mas quando você olha, você vê que a ajuda da União Europeia como um todo aos vizinhos vai decrescendo. A União Europeia aumenta a sua percentagem, mas os países membros diminuem. Ou seja, tem contradições fortes. Também o fato que a União Europeia não consegue fazer dessa ajuda uma alavanca política para convencer os países vizinhos, que em muitos casos onde ela quer mais agir, ela representa uma parte muito pequena do PIB, da riqueza local. Por exemplo, na Bielorrússia, ela não consegue competir porque ela representa menos de 1% do PIB quando aparecem doadores alternativos, que seria o último ponto, não só a União Europeia, não só os Estados Unidos, mas também a Rússia, que mesmo na Bielorrússia doa o equivalente de 10 bilhões por ano só pelo fato de vender o gás mais barato. E, mais recentemente ainda, a Rússia criou um fundo de estabilização no espaço que um dia foi dela, para competir e tomar o lugar do FMI, e isso cria uma competição forte num dos lugares que a União Europeia caprichava mais, que é o leste europeu, com uma competição com os russos a cada vez mais. Isso. Je conclus en une phrase. Donc tout cela traduit bien les contradictions qui gênent la visibilité de l'Union européenne à l'échelle internationale. Les spécialistes des relations internationales s'accordent à dire que l'Union européenne devient véritablement un acteur. Elle répond à certaines conditions qui permettent de dire qu'elle est un acteur des relations internationales, mais elle est un acteur qui manque encore de visibilité, et tout ça, elle le doit à elle-même et à ses propres contradictions internes. Merci. A conclusão é que a União Europeia é cada vez mais, os países também, um ator forte do jogo internacional, mas que falta ainda visibilidade para ser completo. Então, eu abriria essa sessão de debates às questões que vocês quiserem apresentar aos palestrantes, aos 3 palestrantes. Une provocation que je fais à la place des Brésiliens. Dans le cadre de la politique de voisinage, chacun sait que le Brésil est voisin et frontalier de l'Union européenne par la Guyane. Est-ce qu'il a droit à quelque chose? Alors oui, le Brésil, en théorie, a droit à quelque chose, puisque dans le cadre de la politique de voisinage, il y a de l'argent qui est versé pour la coopération transfrontalière avec les pays qui partagent une frontière avec l'Union européenne, effectivement. Mais le problème, c'est que la coopération transfrontalière et transnationale, dans le cadre de la politique de voisinage, c'est une somme microscopique. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Et donc ça montre que l'Union européenne a un discours d'un côté et on voit qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Le problème de l'Union européenne, c'est que c'est 500 millions d'habitants, mais son budget, c'est 1% de la richesse de l'Union européenne. Então, fiz uma questão que é uma provocação, se o Brasil tem direito a dinheiro sim, porque ele compartilha uma fronteira com a União Europeia na Guiana. Então, com isso, ele poderia ter acesso ao Fundo de Cooperação Transfronteiriça. O problema é que tem muita pouca grana e que essa política não tem tanto dinheiro. Apesar da União Europeia ter 500 milhões de habitantes, hoje a riqueza que é distribuída via União Europeia é 1% só do total das riquezas. André, do Departamento de Geografia. Eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um dos expositores. Para Clarice, eu perguntaria se vocês não estão achando que o TGV está correndo rápido demais. Não é? Nós temos o debate no Brasil da inclusão de um trem de grande velocidade entre Rio e São Paulo, e se espera sempre que a velocidade seja a maior possível. Nós sabemos que já há uma segunda geração de trens com 400 km por hora. Eu pergunto se essa velocidade excessiva não é um problema, em vez de uma coisa apenas benéfica como ela é vendida para nós. E a segunda questão
para o Ian é se não seria complementar, na verdade, a política europeia, no sentido de a União investir em alguns países e cada um dos países grandes investir em outros. Se isso, na verdade, não seria uma complementariedade ao invés de uma contradição. Pour le TGV, ça dépend du point de vue où on se place, bien évidemment. En tant qu'utilisateur de TGV, si je veux aller faire mes courses à Londres, partir le matin de Paris et rentrer le soir, c'est tout à fait possible puisque le train met seulement 2 heures. S'il allait plus vite, je pourrais faire plus de shopping à Londres, ça serait encore mieux. Pour les hommes d'affaires, bien évidemment, c'est encore beaucoup mieux. C'est aussi les trains rapides pour permettre de relier ensemble les territoires européens, ça va être essentiellement les capitales. Ça correspond aussi à la préoccupation de l'Union européenne du développement durable, puisque ça permet de concurrencer l'avion sur les grandes distances, et plus les trains iront vite, et moins les gens prendront l'avion, parce que ce sera pour eux plus facile de ne pas faire 2 heures de queue à l'aéroport avant de prendre l'avion, etc. Donc ça correspond à deux choses. Maintenant, c'est vrai que pour les territoires qui sont traversés, voir un train qui file, ça n'a aucun intérêt, pas plus que de voir un avion passer dans le ciel. Donc, évidemment, oui, pour les 2 points qui sont reliés, si on prend 2 capitales, que ce soit Francfort et... Enfin, de grandes villes, si on prend Francfort et Vienne et Milan et Paris, etc. On a des trains très rapides, ça c'est très bien, évidemment, pour les territoires traversés. Plus c'est vite, mieux c'est. Hein. Então, sobre esse ponto de vista, depende do ponto de, sobre os trens depende do ponto de vista. Para o usuário, quanto mais rápido, melhor. Quem vai fazer shopping em Paris, de Londres a Paris, quanto mais rápido chegar lá, melhor. E para homens de negócio, melhor ainda. Outro ponto de vista, cada vez mais se pensa no desenvolvimento sustentável. Então, quanto mais rápido você vai mais longe, mais concorrência faz o avião. E aí você ganha tempo, que você sai do centro da cidade, chega no centro da outra cidade. É um sistema que é feito para ligar entre si cidades grandes e distantes. Mas aí, do ponto de vista dos territórios cruzados, um trem que passa a 300, 400, um avião é a mesma coisa. Ele não tira nada disso. Então, tem que ver para quem é esse interesse. Qual é o ponto de vista? Alors, pour répondre à la question complémentarité ou contradiction, je dirais ça dépend. Ça dépend. Dans le voisinage de l'Union européenne, on peut penser qu'il y a une complémentarité puisque la Commission européenne est très vertueuse. Elle donne de plus en plus, ça correspond à son discours, hein, et les États membres donnent de moins en moins. Le seul problème, c'est que les pays membres donnent 4 fois plus d'argent à l'aide au développement que la Commission européenne, et que cet argent, il serait bienvenu dans le voisinage. Et la conclusion, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent dans la politique de voisinage. Donc là, il y a un problème. L'autre problème, vous voyez sur ce graphique, hein, par exemple, vous avez 3 pays membres de l'Union européenne qui donnent de l'argent. Vous voyez que, par exemple, le Royaume-Uni et la France donnent beaucoup, par exemple, en Afrique, hein, et vous voyez que l'Espagne donne un peu plus en Amérique latine. Alors on peut dire, ah bah tiens, il y a une complémentarité. Après tout, l'Espagne donne beaucoup à l'Amérique latine et les autres donnent moins. Le seul problème, c'est que pourquoi la France et l'Allemagne donnent-elles autant à l'Afrique? Elles ont tendance, dans chaque pays bénéficiaire, à se marcher sur les pieds. Hein. Et l'Union européenne, s'il n'y avait pas contradiction, la Commission européenne n'aurait pas voté depuis 1988 8 communications pour dire aux États « travaillez ensemble ». Donc on peut donner beaucoup d'argent à l'Afrique, mais il faudrait que dans tel ou tel pays africain, qu'un pays membre de l'Union européenne soit le chef de file, qu'il soit l'organisateur de l'aide au développement. Et ça n'est pas ce qui se fait. À l'heure actuelle, ça n'est pas ce qui se fait. Donc chacun fait de l'aide au développement sur des programmes qui se ressemblent, alors qu'il y a quelques pays membres qui savent mieux faire que les autres. Donc il y a contradiction totale dans beaucoup de régions. Sobre complementaridade ou não, poderia aparecer, mas a União Europeia está tentando pôr uma certa ordem, sendo mais virtuosa, né? Ajudam mais os vizinhos em nome da política de desenvolvimento. O problema é que os países dão 4 vezes mais do que a União. E eles fazem o que bem quiser. Aqui aparece nesse gráfico que pode parecer que tem uma certa divisão. A Espanha dá mais para a América Latina, franceses e ingleses para a África. O problema é que eles dão completamente dispersos. E cada um pisa no pé do vizinho e fazem um grande desperdício.
Tanto que a comissão já fez 8 comunicados para pedir um pouco de ordem e que em cada país tenha seja líder e os outros que sigam, que não é o caso. E os países fazem projetos que se redobram, todo mundo faz a mesma coisa. Então, isso leva não sei se ele falou bagunça, mas acho que é mais ou menos isso a ideia, é uma certa desordem e que não é complementaridade de jeito nenhum. Por favor, se identifique e diga de que instituição, de que departamento. Oscar, História, Fefelete. Eu queria voltar ao assunto do TGV, porque é um assunto incomum. Eu queria saber da Clarice se há alguma política de incentivo nessas cidades que ficam entre essas estações principais, que elas não são visitadas. Porque aqui, me parece que aqui São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, só vai exacerbar essa concentração novamente, né? Uma política que vai centralizar economicamente o comércio, etc. Eu queria saber se na França ou na Europa como um todo há alguma política de incentivo do poder público ou não para que essas cidades ou village não são contempladas com essas estações. Eu estou vendo aqui aparecer coisas que eu já vi na França. Quando tem muito barulho da cidade intermediária, às vezes eles conseguem obter uma parada. Não é uma estação plena, mas é um lugar onde o trem pode parar de vez em quando. Não todo o trem, mas um de 10, um de 15 para no lugar. Vimos isso na França, onde cidades como Montbard, que é uma cidade completamente inexpressiva, o Le Creusot e Amiens conseguiram a estação. No caso de Amiens é mais forte ainda, que a linha não passa nem perto da cidade, mas eles conseguiram uma parada no meio do nada para poder subir. É o interessante que esse lugar no meio do nada, que todo mundo chamava a estação das beterrabas, eu tinha beterraba aí, virou um lugar de concentração e hoje indústrias e atividades econômicas se instalaram em cima dessa parada. Et qu'en fait, il n'y a pas d'aide spécifique, mais dans l'ensemble de cas, des villes qui ont crié très fort, comme Montbard, Le Creusot ou les autres, ou Amiens, ont obtenu des arrêts, et que parfois ces arrêts sont devenus des points de développement. Bon, eu traduzi o que ela ia falar. Sur la politique européenne de cohésion, on peut faire un commentaire, on peut faire 2 commentaires. Donc Clarisse a beaucoup parlé du SDEC, le schéma de développement de l'espace communautaire. Il y a eu l'agenda 2000, etc., le livre vert. Il faut savoir que là aussi, la politique régionale, c'est une compétence partagée. C'est partagé. Donc la Commission européenne joue un rôle, les États membres aussi. Et les documents comme le schéma européen de développement de l'espace communautaire, ce sont des documents qui sont juridiquement non contraignants. Non contraignants. Il n'y a pas d'obligation pour mettre en œuvre ces documents. Deuxième remarque, on met en œuvre une politique européenne de cohésion qui est fondée sur des cartes de la répartition de la richesse, mais on sait que ces cartes utilisent des maillages qui sont inappropriés. Les mailles utilisées pour les cartes de la richesse en Europe représentent des espaces, des territoires qui ne sont pas comparables. Donc on dit que telle ou telle région est beaucoup plus riche qu'une autre, mais parfois, effectivement, on y trouve une population 10 000 fois plus élevée. Donc le maillage utilisé pour représenter la répartition de la richesse et de la pauvreté est lui-même problématique. Sobre a política, dois complementos. Os documentos como os DEC e a Agenda 2000, sobre gerenciamento do território, fazem também parte de competências compartilhadas. E os documentos europeus não têm força normativa. São indicações, mas os Estados não têm obrigação de fazer o que a União Europeia recomenda. Não é mais do que recomendação. Outra complicação é que os mapas de riqueza, nos quais a política se baseia, são feitos com malhas inadaptadas. Às vezes se compara regiões de população tão diferentes que não faz sentido tomar essa malha como base de cálculo e mesmo assim essa base que é utilizada.